Alors, compétitive, donc aujourd'hui, le thème compétitive, mais alors pas à bas palier comme ça, hein, carrément des compétitives à haut palier comme ça, ou à très haut palier. On verra des séquences où on est en train de se battre au niveau du chelem, par exemple, hein. Compétitive à haut palier, donc. Alors, dans les enchères compétitives, il y a deux camps. Donc, chaque fois qu'on parle d'enchères compétitives, c'est que les deux camps ont pu faire des enchères. D'accord? Dès l'instant où il y a une intervention, on est en enchère compétitive. Alors, ça peut être un cœur implique, on est en enchère compétitive, mais pas à haut palier, hein, mais après, il y a des hauts paliers, bien sûr. Donc, il y a deux camps. Il y a un camp attaquant qui va donc demander un contrat en pensant à le gagner, et éventuellement un camp de la défense qui demande un contrat en acceptant l'idée de chuter et que ça lui coûte bien sûr moins cher que de laisser gagner son adversaire. D'accord? Donc, c'est le principe général des enchères compétitives, notamment à haut palier. Alors, on sait souvent qui est attaquant dans ce genre de séquence, hein. Là, typiquement, je pense que c'est plutôt Obélix et Astérix, ils sont attaquants. Là, les pauvres, ils sont en défense, hein. Pas forcément bien se passer pour eux, mais ils sont en défense. Dans d'autres séquences, on sait effectivement très bien qui est en défense. À mon avis, les Romains, ils étaient plutôt en défense. Ça ne s'est pas forcément très, très bien passé pour eux. Bon, et puis des fois, quand ça va vite notamment, on sait pas trop, hein, qui est-ce qui est en attaque. Là, est-ce que les Romains ils pensaient être en attaque et puis là, d'un coup, les Gaulois sortent de leur camp et c'est peut-être eux qui sont en attaque. Donc les deux camps se pensent en attaque, mais là, je pense que ça va pas bien se passer pour les Romains une fois de plus. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un mauvais pressentiment pour nos pauvres amis romains. Donc, c'est pas toujours simple. Et c'est vrai qu'au bridge, il y a des séquences où on ne sait plus trop si on est en attaque ou en défense. Donc, il faudra tout à l'heure bien voir comment on définit le camp qui est en attaque, comment on définit le camp qui est en défense. Donc, dans un premier temps, on va s'intéresser au camp de la défense. On se défend et on ne se laisse pas faire, on ne se laisse pas avoir. Une fois de plus, on demande un contrat, on est prêt à le chuter, mais on pense que ça nous coûtera moins cher que de laisser gagner notre adversaire qui est au contrat de 4 cœurs quand on défend un 4 piques, par exemple. On va, et ça c'est très très important, bien différencier deux situations très très particulières. D'un côté, les situations de sacrifice, d'un côté, les situations de barrage. Il faut bien comprendre la distinction entre les deux. Donc ici, à gauche, nous avons une situation de sacrifice, c'est-à-dire que les adversaires ont trouvé un contrat à 4 cœurs, qu'ils vont, on va dire, sans doute gagner, on ne sait pas, mais sans doute gagner, et je décide de me sacrifier à 4 piques. D'accord? Sacrifice d'Abraham, je crois, à droite, hein. 4 piques, je me sacrifie à 4 piques. Je pense que 4 cœurs allait gagner, et je pense qu'à 4 piques, même contré, bien sûr, ça me coûtera moins cher que de laisser jouer 4 cœurs. Et puis, il y a aussi des situations de barrage. Donc, les situations de barrage, un carreau, un pic, deux cœurs, quatre pics. Alors, ça se ressemble quand même beaucoup, ces deux histoires-là. Ça se ressemble beaucoup. La grosse différence, c'est que dans un cas, dans le cas du sacrifice, le camp attaquant, hein, nord-sud, donc sans doute majoritaire en points. Pourquoi majoritaire en points? Parce que Nord a promis au moins 5-6 points quand il a dit un cœur, et Sud, quand il a dit 4 cœurs, il a promis une vingtaine de points. D'accord? Donc, en gros, la répartition des forces, elle est quand même tout à fait à l'avantage de Nord-Sud. Dans l'autre cas, on est en situation de barrage. On va demander donc notre contrat de défense avant même, avant même que Nord-Sud ait pu trouver leur contrat en attaque. Alors, mettez-vous à la place de Sud et Nord. Quelle est la situation la plus confortable pour le camp Nord-Sud? Est-ce que c'est plutôt la situation de sacrifice ou plutôt de barrage? Bien, moi, je pense que le plus confortable, c'est la situation de sacrifice. Pourquoi? Parce qu'on a déjà trouvé notre fit, on en est sûr, on a déjà pu l'exprimer. D'accord? On sait bien mieux ce qui se passe dans la situation de sacrifice que dans la situation de barrage. Dans le barrage, un carreau, un pic, deux cœurs, quatre pics, on ne sait pas encore en nord-sud si on est fit et cœur ou peut-être même carreau, on ne sait pas. On ne sait pas bien, on ne connaît pas nos réserves, on ne sait pas bien combien Sud a de points pour l'instant, et donc c'est beaucoup plus embêtant le barrage que le sacrifice. Donc, tant qu'on peut,
il vaut bien mieux se sacrifier que de faire un barrage. On verra tout à l'heure des exemples. Alors, pour bien comprendre cette histoire de sacrifice, d'accord, on va introduire un sujet. Regardez cette donne qui est toute bête. D'accord, je joue 4 cœurs. Je joue 4 cœurs, on ne s'intéresse pas aux enchères. On n'est pas sur une enchère compétitive, c'est juste pour montrer, pour introduire la notion suivante. Alors, regardez le contrat de 4 cœurs. L'adversaire prend 2 piques, 2 levées à pique à l'entame et il joue par exemple à tout. Il joue à tout. Il joue à tout, il aurait pu jouer pique aussi coupé, s'il montre bien leur parité. Mais en l'occurrence, il joue à tout. Alors, on a perdu 2 piques, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, pour gagner, on va faire, on est un peu obligé, l'impasse carreau et l'impasse trèfle, pas beaucoup de choix, d'accord? Et on va faire une petite prière au petit Jésus pour qu'une de ces 2 impasses mineures réussisse. Si le roi de carreau ou le roi de trèfle, voire les 2, sont en est, je vais gagner mon contrat. Si les 2 sont en est, je vais même faire plus 1, 4 cœurs plus 1. S'il y en a un en est, un en ouest, je vais faire 4 cœurs égales. Et si malheureusement, il y a roi de carreau et roi de trèfle en ouest, je vais chuter mon contrat. J'ai donc 75% de chance de gagner une manche. Vous êtes d'accord? 75%. 3 fois sur 4, je vais gagner. Et une fois sur 4, je vais chuter. C'est une très bonne manche. Si vous jouez cette donne-là en tournoi, en club ou sur BBO ou sur Real Bridge, quand le mort s'étale, vous dites bah, c'est bien, je suis bien content de ce qui m'arrive. J'ai de très grandes chances de gagner mon contrat. 75% de chances de le gagner. Alors, on va, maintenant qu'on a introduit ça, on va regarder cette séquence-là. Un carreau passe, un cœur, un pique, 4 cœurs. Ouest décide de lire 4 piques. On considère qu'on est à vulnérabilité égale, c'est-à-dire qu'on est tous vulnérables ou personne vulnérable. Si je suis en tournoi par paire, je dois assez facilement, là aussi on le verra tout à l'heure, dire 4 piques. Ça sera souvent, et globalement, on va dire, à la longue, ça sera intéressant. En match par 4, c'est un peu surprenant ce que je vais vous dire là, on se sacrifie si on pense chuter de 1 seulement. C'est-à-dire que si on pense chuter de 2, ce n'est pas intéressant de se sacrifier. Alors, match par 4 ou par paire, je sais que la plupart d'entre vous connaissent déjà ces 2 formes de compétition différentes. On va en parler un tout petit peu pour ceux qui n'auraient pas les idées très claires par rapport à ça. En match, en tournoi par paire, donc on a l'habitude de faire, d'accord, l'habitude de faire en club, c'est ça, l'après-midi ou sur BBO ou sur Rollbridge. En tournoi par paire, on est notre paire contre toutes les autres, toutes les autres paires. En match par 4, on est 2 paires à jouer ensemble, en équipe, c'est un match par équipe. Et la marque est un petit peu différente, puisqu'on va introduire des notions de conversion en points. On va voir des exemples tout à l'heure. Donc retenons ça. En match par 4, on se sacrifie si on pense chuter de 1. On va l'expliquer par des exemples. On va refaire un petit peu de mathématiques. J'ai vu que vous étiez très intéressé par les mathématiques. Pour les cours particuliers, adressez-vous directement à Henri. Alors, regardons ce qui se passe. Donc, on a une situation donc, qui est celle que l'on a vue tout à l'heure au niveau des enchères. On se fait concret par nord à 4 piques. On est donc en train de jouer en match par 4. On est dans ce qu'on appelle la salle fermée. SF, salle fermée, on est une des 2 paires de l'équipe. On est par exemple Est-Ouest. On est en salle fermée. D'accord? Supposons qu'en salle fermée, donc, nous demandons le contrat de 4 piques et ce contrat est contré par l'adversaire. D'accord? On suppose que Nord-Sud, à leur contrat de 4 cœurs, avait au départ 75% de chances de gagner. 75%, on vient de dire tout à l'heure que c'était un gros espoir de gain. D'accord? Quand on a 75% de chances de gagner un contrat, on est tout content. Donc on suppose que Nord-Sud, il est exactement 75%. Enfin, supposons que dans nos partenaires, dans l'autre salle, aient aussi, bien sûr, joué la même donne. Ils sont arrivés à 4 cœurs, mais leurs adversaires, d'accord, n'ont pas dit 4 piques. Donc, ça veut dire qu'ils vont jouer 4 cœurs. Nos copains à nous vont jouer 4 cœurs en nord-sud d'un côté, alors que nous, on va jouer 4 piques contrées en est-ouest de l'autre. Et on va jouer 4 donnes de suite où c'est à peu près la même situation. Alors,
Ça, c'est la feuille de marque de la salle ouverte. D'accord? Est-ouest. Alors là, on est est-ouest en salle fermée, nord-sud en salle ouverte. D'accord? En salle est-ouest en salle fermée. Ouais. Enfin bon, on joue 4 piques. Contré, on fait -2 à 4 bonnes de suite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à chaque fois, c'est nord-sud qui va marquer des points. On a dit qu'on était tous vulnérables. Quand on chute de 2 vulnérables contrés, les adversaires marquent 500 points. 500 points, 500 points, 500 points et 500 points aux 4 d'hommes. Nos partenaires dans l'autre salle, d'accord, dans l'autre salle, ont demandé 4 cœurs à chaque fois. Ils ont demandé 4 cœurs à chaque fois, mais les adversaires n'ont jamais fait de sacrifice à 4 piques. D'accord? Donc, ils jouent 4 cœurs et ils gagnent 3 fois sur 4. Donc, 3 fois sur 4, ça va faire égal. Et une fois sur 4, ça fait -1, puisqu'ils gagnent 3 fois sur 4. 75% des fois, ils gagnent. Une fois sur 4, 25%, ils chutent. Donc, quand ils vont marquer 4 cœurs égales, ils marquent combien? Ils marquent 620. Nos partenaires marquent 620 dans l'autre salle. 623 fois, alors que nos adversaires donc, ont réussi à faire chuter dans l'autre salle le contrat de 4 cœurs. Et donc, 4 cœurs -1, quand on est vulnérable, ça donne 100 points. Très bien. Donc, voici, quand on fait les comptes à la mi-temps, voici la feuille. On faisait une petite mi-temps de 4 donnes, par exemple. Hein. Et donc, on va compter les points des deux équipes. Hein. Donc, sur la première donne, il y avait un écart de combien? 620 pour nous d'un côté et 500 pour eux de l'autre. 620 moins 500, ça fait combien? Ça fait 120. La deuxième sera pareil, la troisième sera pareil d'ailleurs. 120, quand on convertit ça en points, ça c'est le tableau de conversion des écarts en points IMP. IMP comme International Match Points, d'accord? On voit donc 80 ici, 80 à 120 ici, ça veut dire qu'il y a un écart de 3. 3, donc une fois qu'on a vu que l'écart était de 3, on va marquer 3 points pour nous, d'accord, sur la donne 1, on est tout content. La donne 2, on marque aussi 3 points. La donne 3, on marque aussi 3 points, tout content. Et la donne 4, attention, on a chuté dans les deux salles. Hein. 500 plus 100, ça doit faire 600. 600, ça fait un écart de 12, d'accord, dans les conversions écart en points IMP. 12. Donc, ça veut dire que les adversaires marquent 12 points sur cette quatrième donne. Au bout des 4 donnes, on a gagné 9 points, on a perdu 12, on a perdu le match de 3 points. D'accord? Ça revient à ce que je disais. Si je pense chuter de 2, ce n'est pas intéressant de défendre à la longue en match par 4. On va voir qu'il faut avoir 80% de chances de gagner pour que ça devienne équivalent. D'accord? On refait la même situation. Cette fois-ci, on va jouer non plus 4 donnes, mais 5 donnes. 4 fois sur 5, ça va gagner, 80% de chance. Et une fois seulement, ça chute. Donc 4 fois sur 5, nous marquons 3 points. C'est tout en bas. Et une fois sur 5, il marque 12. Donc, au niveau du score, 3 points 4 fois de suite, 12 points une fois. On est à égalité au bout de ces 5 donnes. Donc, vous voyez bien qu'en match par 4, quand je pense chuter de 2 à égalité de vulnérabilité, ce n'est pas intéressant de défendre, puisqu'il faut vraiment avoir des contrats qui gagnent quasiment à coup sûr pour que ça devienne intéressant. Vous avez vu ça? Alors, en tournoi par paire, est-ce que c'est le même raisonnement? En tournoi par paire, donc, je vous rappelle, c'est les petits tournois qu'on fait, soit en club, soit sur BBO, soit sur Real Bridge. Alors, à notre table, systématiquement, il y avait 4 donnes qui se ressemblaient beaucoup. À notre table, on a toujours décidé, mon partenaire et moi, ma partenaire et moi, de défendre. 4 piques contrées, -2 à la première, 500 pour eux, 500, 500 et 500 sur les 4 donnes. Et il se trouve à toutes les autres tables, sur ces 4 donnes, les donnes 1, 2, 3 et 4, personne n'est pensé à défendre. Ils ont tous laissé jouer 4 cœurs. À la première donne, qu'est-ce qui se passe? Je marque un top plein, 100%, puisqu'ils ont tous joué 4 cœurs à cette donne-là, 4 cœurs égales. À la deuxième donne, 100% aussi. À la troisième donne, 100% aussi pour nous.
Et on marque combien à la dernière donne? Ben, nous, on donne 500 adversaires alors qu'ils ont tous fait chuter à toutes les autres tables le contrat de 4 cœurs. Donc, on marque un zéro plein. On marque un zéro plein à la quatrième donne. Mais à la fin de cette quatrième donne, si c'était un mini tournoi de 4 donnes, d'accord, je ferais quel pourcentage avec mon ou ma partenaire? Ben, 300%, etc., divisé par 4, ça doit faire 75%. Je gagne le tournoi puisque j'ai fait 75% au bout de ces 4 donnes. Donc, en tournoi par paire, on défend facilement, il ne faut pas hésiter à défendre. En match par 4, on ne défend à vulnérabilité équivalente que lorsqu'on pense que ça va chuter de une levée seulement. Si ça doit chuter de 2 levées seulement, ce n'est pas intéressant de défendre en match par 4. En match par 4, on sacrifie si on pense chuter de 1. Si on pense chuter de 2, on ne se sacrifie pas. Voilà donc cette notion de sacrifice. Quand on est en barrage, c'est complètement différent. Pourquoi c'est complètement différent? Parce que dans la séquence que je vous affiche, un carreau, un pique, 2 cœurs, 4 piques, nord-sud, ils ne savent pas où ils en sont. Je dis tout de suite 4 piques, nord-sud. Ils doivent trancher maintenant sur 4 piques. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Est-ce qu'il faut qu'ils annoncent 5 cœurs? Est-ce qu'il faut qu'ils annoncent 6 cœurs? Est-ce qu'il faut qu'ils nous contrent? Eh bien, ils ont une décision à prendre qui n'est pas facile. Et c'est typiquement des décisions compliquées à prendre. Beaucoup plus compliquées que lorsqu'il y a eu un barrage, par exemple, un carreau, un pique de cœur, je ne sais pas moi, 2 piques, 4 cœurs, 4 piques. D'accord? À ce moment-là, ça serait plutôt un barrage. Et là, Nord-Sud a déjà eu l'occasion de décrire un peu leurs deux mains. Et c'est plus facile. Donc, même en match par 4, on peut faire un barrage quand on pense chuter de 2. Puisque la perte, on va dire, mathématique est largement compensée par le risque d'erreur de décision de la part de nos adversaires. Voilà. Alors, attention à ne pas transformer une situation de barrage en simple sacrifice. Ça, c'est un truc que je vois très souvent. Ici, donc, les adversaires étaient à 2 cœurs, donc je suis en Est. Hein, un carreau, un pique, 2 cœurs, et en Est, je décide de dire 4 piques. Je fais donc un barrage, d'accord, qui laisse Nord-Sud dans la difficulté. Ils ne savent pas trop ce qu'ils doivent faire. Ils doivent prendre une décision, ce n'est pas facile. Supposons que la séquence, hein, je me dis, oh, je ne suis peut-être pas pressé de dire 4 piques, je le dirai plus tard s'ils demandent la manche, parce que peut-être qu'ils ne vont pas demander la manche, etc. Donc, je suis timoré, donc je commence par dire 2 piques. Ils vont quand même à 4 cœurs, ben, ça me pendait un peu au nez. Et sur 4 cœurs, je décide de dire 4 piques. Là, je viens de transformer un barrage en sacrifice. J'ai perdu un gros intérêt de la possession de notre gros fit à pique qu'on avait entre Est et Ouest, puisque maintenant, dans la deuxième séquence, Nord-Sud savent beaucoup mieux où ils en sont. Ils savent qu'ils ont de quoi demander la manche. Ils savent peut-être par inférence, ils savent d'autres choses. On sait que Sud n'est pas minimum. On sait qu'il a des grosses réserves. Donc, Nord, s'il a un peu plus de réserves, peut demander le chelem ou des choses comme ça. Dans la première séquence, si Sud dit 5 heures, ben, Nord, il ne sait pas trop ce qui se passe. Hein. Il ne sait pas trop ce qui se passe. Est-ce que c'est un 5 heures en espérant gagner? Est-ce que c'est un 5 heures avec des réserves? On ne sait pas. On ne sait pas. Donc, attention, quand vous êtes en Est, dans ce genre de séquence, ne vous dites surtout pas, je commence par dire 2 piques et après, si nécessaire, je dirai 4 piques. Parce que alors là, vous avez laissé les adversaires se décrire et ce n'est pas bon pour vous. Donc, un autre cas, regardez cette main-là. Vous avez 4 et 4, 8, d'accord? 2 piques contre. 2 piques contre, qu'est-ce que vous dites? Ben, je vais vous dire, je vais commencer par dire 3 piques et puis après, si nécessaire, je dirai 4 piques. Ben, ça, c'est mal joué. Si vous dites 3 piques, les adversaires vont peut-être dire 4 cœurs, ils auront trouvé leur fit, ils auront dit qu'ils étaient fités, alors que si vous dites tout de suite 4 piques, c'est un barrage, et là, les adversaires ne savent pas ce qui se passe. On voit souvent ce genre d'erreur de raisonnement quand on a pas mal de cœurs. Imaginons que vous ayez, je ne sais pas moi, dame, valet de cœur quatrième ou je ne sais pas quoi. Vous dites, de toute façon, s'ils vont un cœur, ben, je les aurai le coup d'après, puisque c'est ma couleur aussi. Ça sera bien fait pour eux. Mais bon, pas de chance, parce que là, ils vont trouver le contrat de 5 traits, puisqu'il n'y a pas eu de barrage pour les enquiquiner. D'accord? Donc, ne dites pas, j'ai les cœurs, donc on verra plus tard. Non, ce n'est pas un bon raisonnement. Faites vos barrages quand c'est le moment. D'accord? Donc, typiquement,
En haut, c'est une situation de barrage. Le pic compte 4 pics. En bas, c'est une situation de sacrifice. Je perds une grande partie de l'intérêt de mon enchère de 4 pics. Alors, une petite devinette pour voir si vous êtes en forme. Voyons voir de quoi il s'agit. Regardez ce que je vais vous montrer. Il faudra trouver le point commun entre tout ce que je vais vous montrer. Alors, par exemple, ici, un jeu qui s'appelle, un jeu de plateau qui s'appelle Rome et Carthage. Très bien. Un autre jeu très connu, Risk, un jeu très très connu. Un livre de bridge qui s'appelle Bridge distributionnel, le secret des enchères compétitives. Ah, un livre de philosophie qui compare Pascal et Hume. Un livre de philosophie aussi qui compare Kant et Descartes. Et puis un livre sur un système de bridge qui s'appelle la nouvelle majeure d'abord. Ce n'est pas la majeure cinquième, c'est la majeure d'abord. Et le point commun entre ces 1, 2, 3, 4, 5, 6 choses qui n'ont rien à voir, hein. Des jeux de plateau, des livres de bridge de théorie sur les enchères, de pratiques de système, des livres de philosophie en anglais ou en français. Ben, quel est le point commun de ces 6 objets, on va dire? Regardez, regardez, à chaque fois, j'ai entouré quoi? J'ai entouré Jean-René Verne. Jean-René Verne, alors on ne le voit pas trop sur le risque, mais c'est marqué en tout petit. Jean-René Verne sur le bouquin de philosophie. Jean-René Verne en bas à gauche sur Rome et Carthage. Jean-René Verne sur la nouvelle majeure d'abord. Si on le voit, on le devine sur les boîtes de risque. Si vous avez un risque chez vous, en général, c'est marqué en bas à gauche sur la boîte risque. Donc, le point commun, c'est Jean-René Verne. Ce ne sont pas des homonymes, hein. C'est une seule et même personne, donc Jean-René Verne, dont je dois avoir la photo ici. Voilà, Jean-René Verne, qui est mort à 98 ans ou un truc comme ça. Qui est mort, oui, c'est ça, 98 ans, il n'y a pas très longtemps, il y a une dizaine d'années, d'accord? Et donc, qui a vécu, donc il était prof de français et un petit peu de philo aussi, je crois. Il a eu l'idée, la chance de développer Risque en France. Hein, c'est lui qui l'a développé, arrangé, je ne sais pas quoi, etc. Et donc, depuis sur les 60 dernières années de sa vie ou les 50 dernières années de sa vie, chaque fois qu'un risque était vendu dans le monde, il y avait quelques francs puis quelques euros qui tombaient dans la poche de Jean-René Verne. Et donc, avec ça, il a pu publier à compte d'auteur des livres de philo et des bouquins de bridge comme la majeure d'abord. Mais Jean-René Verne, nous, on le connaît bien. On connaît bien son nom de Jean-René Verne, hein, parce qu'il a écrit des grands principes sur les enchères compétitives, justement. C'est ce qu'on va voir maintenant. Jean-René Verne. Alors, il a notamment établi ce qu'on appelle la loi des levées totales. La loi des levées totales, alors on va tout de suite l'expliquer, on va présenter cette loi. Deux paires qui s'affrontent, d'accord, sur une même donne. Nord-Sud a un fit important de X cartes, 9 cartes, 10 cartes, 11 cartes. Est-Ouest ont aussi, en l'occurrence, hein, un fit important de 9 cartes, 10 cartes, 11 cartes, dans une autre couleur, bien sûr. Quand on analyse la donne, on voit que Nord-Sud peuvent faire A levées, 10 levées, 11 levées, 9 levées. Est-Ouest peuvent faire B levées, 9 levées, 10 levées, 11 levées, 12 levées. D'accord? Donc ça, c'est quand on analyse la donne après coup. Et Jean-René Verne, en analysant des milliers de donnes avec l'aide d'informaticiens à l'époque, s'est rendu compte que statistiquement, il y avait très très souvent, alors donc je prends un exemple, 9 cartes à cœur dans un camp, 10 cartes à pique dans l'autre. Il se trouve que Nord-Sud peut faire à cœur 10 levées, Est-Ouest peut faire 9 levées à pique. Il se trouve que, parce que les cartes sont placées comme ça, bien sûr, hein, eh bien, regardez ce qui se passe. 9 plus 10, hein, quand on compte les fits de nord-sud d'un côté, est-ouest de l'autre, 9 plus 10, c'est égal à 10 plus 9, en l'occurrence, le nombre de plis que peut réaliser nord-sud et que peut réaliser est-ouest, respectivement, à tout cœur, à tout pic. Donc, x plus y est égal à a plus b. C'est très, 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 très souvent juste. On va bien le montrer. Donc, 9 plus 10, ça fait 19. 10 plus 9, ça fait aussi
19. 10 plus 9, ça fait aussi 19. Voilà, donc ce que je voulais dire. Et donc, on va tout de suite illustrer ça par des exemples. Alors, on va regarder ça. Regardez cette donne. On va compter à chaque fois le nombre de cartes que les deux camps ont dans leur couleur de fit et le nombre de levées qu'ils peuvent faire. C'est une analyse qu'on peut faire après coup. À la fin de la donne, on regarde la donne, on voit que Est-Ouest, ils ont 5 plus 5, 10 cartes à cœur. Nord-Sud, ils ont 5 plus 4, 9 cartes à pique. D'accord? Donc, X plus Y, ça fait 19, 10 plus 9. Quand on analyse la donne Est-Ouest, qu'est-ce qu'ils peuvent faire en Est-Ouest? Ils perdent quoi? Ils perdent un pique, ils perdent un carreau, ils perdent un trèfle, c'est ça? Est-Ouest font 10 levées. Ils ont toujours 10 levées à faire. Nord-Sud, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Qu'est-ce qu'ils perdent? Ils perdent un cœur, un carreau et 2 trèfles, puisque l'as de trèfle est placé par rapport au roi. Donc, ils peuvent faire 9 levées à la tout-pique. 10 levées à tout cœur chez Est-Ouest, plus 9 à la tout-pique chez Nord-Sud, 19. Et on est bien d'accord, 19 c'est X plus Y, 19 c'est A plus B. On a autant, on a le même total quand on regarde X plus Y d'un côté et A plus B de l'autre. On va garder cette même donne, simplement on va déplacer une carte. Regardez, pour l'instant, le roi de trèfle est en sud et le roi de carreau est en ouest. Je mets le roi de trèfle en nord. Je n'ai pas touché aux distributions, donc on a toujours Est-Ouest, on 10 cartes à cœur, Nord-Sud, on 9 cartes à pique. Ça ne change pas. Mais maintenant, Est-Ouest, l'impasse trèfle réussissant, il peut faire combien? Il peut faire 11 levées à la tout cœur. Il perd un pique et un carreau. Et puis c'est tout. D'accord? Il peut faire 11 levées à la tout cœur. Nord-Sud, ah ben, du coup, maintenant, à trèfle, ça va mal se passer. Donc, il peut faire que 8 levées à la tout pique. Eh bien, c'est quand même super parce que 11 plus 8, ça fait à peu près pareil que 10 plus 9. Ça fait 19. Donc, j'ai toujours mon égalité. X plus Y égale A plus B. Je déplace cette fois-ci le roi de carreau et je remets le roi de trèfle en sud. D'accord? Je mets le roi de carreau en est, je remets le roi de trèfle en sud, en gardant les mêmes distributions de couleurs. On a toujours 10 cartes à cœur, 9 cartes à pique. Alors maintenant, Est-Ouest, l'impasse trèfle va rater et l'impasse indirecte à carreau va rater aussi. Donc, qu'est-ce qui se passe? Est-Ouest ne peut faire plus que 9 levées. Mais cette fois-ci, Nord-Sud, quand on regarde le camp Nord-Sud, ils perdent un cœur, ils perdent 2 trèfles, ils peuvent faire 10 levées cette fois-ci à la tout-pique. J'ai toujours X plus Y égale 19, A plus B égale 19. Donc ça, c'est la loi des levées totales. Je vais l'illustrer par un exemple avec beaucoup plus d'atouts et donc de levées possibles. Alors, Est-Ouest, ils ont 6 et 6, 12. 12 cartes à cœur. Nord-Sud, 6 et 6, 12. 12 cartes à pique. Alors, Est-Ouest, si Est-Ouest joue un contrat à cœur, qu'est-ce qu'il va perdre? Ben, rien du tout. Hein. Le pique, il est coupé, ils ont tous les cœurs, l'as de carreau, tous les trèfles. Est-Ouest peut faire 13 levées à la tout cœur. Et Nord-Sud, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils perdent quoi? Ils perdent un carreau et un trèfle. Un carreau et un trèfle. D'accord? Un carreau et un trèfle. Alors vous allez me dire qu'à carte vue, ils peuvent se débrouiller pour faire perdre un plus, mais c'est quasiment impossible à trouver à la table. Donc 12 plus 12, ça fait 24, X plus Y. Et 13 plus 11, ça fait 24, A plus B. Donc j'ai toujours ma loi des levées totales. Le nombre de cartes de nos deux fits, quand on a des gros fits, quand on l'additionne, ça fait autant que le nombre de levées qu'on peut faire dans les deux camps, entre les contrats à cœur et à pique. Et ça, c'est très souvent qu'on peut le vérifier, non pas a priori, mais a posteriori. Quand on regarde la donne à la fin de la donne ou à la fin du tournoi, on voit que cette règle s'applique très souvent. Là, je déplace l'as de carreau sur le cas que l'on vient de voir. Hein. L'as de carreau, pour l'instant, il était en est, hein, sur le cas précédent. Je le mets maintenant en or. Je le mets en or. Qu'est-ce qui se passe? On a toujours 12 cœurs, 12 piques. Et cette fois-ci, Est-Ouest peut faire 12 levées et non plus 13. Mais Nord-Sud peut maintenant en faire 12. D'accord? Et donc, j'ai toujours 24 égale 24.
C'est pas beau ça? Mhm. En corollaire, donc la loi des atouts, hein, c'est souvent comme ça aussi qu'on connaît cette loi, c'est une déclinaison, on va dire, de la loi des levées totales. Hein. La loi des atouts, que certains appellent la loi de Verne aussi, hein, pour les raisons statistiques, enfin, d'études statistiques de Jean-René Verne, c'est la loi des atouts ou la règle de sécurité distributionnelle, et donc un corollaire de cette loi. Alors ça s'applique tout le temps, dès l'instant où les deux camps sont à peu près de force égale, entre 17 et 23 points d'honneur. S'il y a 0 et 40, ça ne s'applique pas. Hein. S'il y a 5 et 35, ça ne s'applique pas forcément. Hein. Mais quand il y a des forces relativement voisines, hein, pas forcément égales, pile poil du genre 20-20, mais relativement voisines, jusqu'à 17-23, ça s'applique assez bien. Donc là, c'est l'énoncé de la loi des atouts. Quand les deux camps ont des forces comparables, votre camp ou notre camp, si on joue ensemble, peut demander un contrat au palier égal au nombre d'atouts que vous possédez, que nous possédons. C'est la loi des atouts. On a à nous de 10 cartes à pique, on peut demander le contrat de 4 piques. 4 piques, ça fait bien 4 ça fait bien 10 levées. Avec 10 atouts, je peux demander un contrat de 10 levées. Avec 12 atouts, normalement, je peux demander un contrat de 12 levées. D'accord? Est-Ouest ont à eux deux 9 cartes à cœur, ils peuvent demander 3 cœurs. Nord-Sud ont à eux deux, sur cette donne-là ou une autre donne, qu'importe, hein, 10 cartes à pique, ils peuvent demander 4 piques. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'on va gagner 3 cœurs ou qu'on va gagner 4 piques. Ça veut dire qu'on a intérêt à demander jusqu'à 3 cœurs, on a intérêt à demander jusqu'à 4 piques. C'est notre intérêt. Au niveau de la marque, ça sera le plus souvent, statistiquement, on va dire, intéressant. Alors attention, donc ça veut bien dire que notre contrat ne va pas forcément gagner. Je ne dis pas 4 piques pour le gagner chaque fois que j'ai 10 piques dans la ligne. Mais soit je vais gagner effectivement ce contrat de 4 piques, soit si je ne demande pas, il pouvait gagner le contrat de 4 cœurs. Si je chute de 2, il pouvait peut-être gagner avec des levées de plus. Quand je demande 6 piques, il pouvait peut-être gagner le contrat, sans doute gagner le contrat de 6 cœurs. C'est le principe général. Cette loi est une loi statistique qui marche très souvent, mais pas à tous les coups. Alors attention, il y a le chat qui va nous faire un petit commentaire là-dessus. Sur les lois statistiques, c'est très important. Hein. Ça marche souvent, mais pas à tous les coups. Voilà, le chat, il dit j'achète ma viande ici, les tomates ailleurs, les herbes. Ben oui, mais pourquoi il fait ça, le chat? Parce qu'il est malin. J'allais dire, il est malin comme un singe. Non, il est malin comme un chat plutôt. Il fait ça pourquoi? Ben parce que sinon, avec leurs statistiques, ils finiront par connaître sa recette de sauce spaghetti. Ben oui, c'est vrai que les lois statistiques, ça a toujours ses limites, effectivement. C'est pas bête comme conseil. Hein. Si vous faites des sauces spaghetti, répartissez vos achats dans différents magasins, qu'on ne dévoile pas vos recettes miracles. Alors, quand est-ce que je vais avoir intérêt à me sacrifier? On a bien vu que c'était souvent intéressant de se sacrifier, voire de barrer. Hein. Alors, il y a plusieurs cas qui sont à prendre en considération, plusieurs principes, plusieurs règles. D'abord, quand je respecte la loi des levées totales. Quand je respecte la loi des levées totales, en général, je m'en sors bien. Si j'oublie, par exemple, on a 9 piques à nous deux et je défends jusqu'à 4 piques, eh ben là, c'est un de trop par rapport à la loi des levées totales. Je ne respecte pas la loi, donc j'ai peut-être pas intérêt. Quand on a une courte, chaque fois que j'ai une courte, surtout une courte dans la couleur adverse, alors ce qui est très bon, c'est d'avoir une courte dans la couleur adverse et une moyennement longue dans une autre couleur, ou une courte dans une couleur, pardon, une courte dans une couleur et une moyennement longue dans la couleur adverse. Parce que là, si j'ai une moyennement longue, 3-4 par exemple, si les adversaires ont un gros feed, je sais que mon partenaire, il a une courte dans cette couleur. Donc ça, c'est très intéressant. Donc une courte ou plusieurs courtes. Quand nos honneurs sont dans nos longues, effectivement, il vaut bien mieux avoir nos honneurs, tous les honneurs, que ce soit As, Roi, Dame ou même Valet, dans nos couleurs de nos longues plutôt que dans la courte de l'adversaire. Hein. Courte qui correspond à la couleur d'adversaire. Et puis, bien sûr, on va prendre en compte la vulnérabilité. Hein. Il faut qu'elle soit favorable ou équivalente, mais pour défendre à vulnérabilité défavorable, c'est plus compliqué. J'ai joué récemment, semaine dernière, un tournoi où les adversaires étaient à 5 cœurs non vulnérables et il fallait défendre à 6 carreaux vulnérables. Ça, c'est très compliqué parce que si je fais 6 carreaux moins 1 contre 5 cœurs égales, ça vaut le coup.
je donne 200 points contre 420 ou 450 plutôt. Par contre, si je chute de 2, si carreau contre moins 2, ça fait 500. Contre 450 ou 480, là, ça devient une catastrophe. Mais de temps en temps, effectivement, on peut être amené à défendre à vulnérabilité défavorable, mais c'est très rare. Alors, on va voir tout de suite des exemples. Est-ce qu'avec les mains qui sont en bas, j'ai intérêt ou pas de dire 4 piques? Donc, dans tous les cas, vous voyez que je respecterai la sécurité distributionnelle. Mon partenaire, en disant 2 piques, il a promis 6 cartes à pique. Moi-même, j'en ai 4. 6 et 4, 10. On est en sécurité distributionnelle au contrat de 4 piques. Alors, la main de gauche, j'ai tout à fait intérêt. J'ai tout à fait intérêt de défendre. Pourquoi? Parce qu'on a 10 piques. Deuxièmement, on a une courte à cœur. Et troisièmement, je sais que mon partenaire a j'ai une courte à carreau, moi, et je sais que mon partenaire a une courte à cœur, puisque les adversaires se sont promis plein de cœurs. Donc, moi, j'en ai 3. Donc, mon partenaire, il est soit chicane, soit 5 de ton cœur, en principe. Et puis, une autre chose qui est importante, c'est que on n'a rien pour faire chuter 4 cœurs. Regardez, mon partenaire, qu'est-ce qu'il a comme il a roi dame de pique 6e, un truc comme ça, d'accord? Et au mieux, un as ailleurs, au mieux, un as. L'as de trèfle, par exemple, au mieux, et encore, pas toujours. Hein. Bon, si on a donc 10 piques à nous deux, ça veut dire qu'il y a un des adversaires qui est 5 de ton ou chicane pique, donc on ne fera pas plus qu'une levée de pique. Supposons que mon partenaire, il a encore un as, qui serait déjà un petit miracle. On fait 2 levées à 5 heures, à 4 heures, pas plus. Sur la main numéro 2, est-ce qu'on va dire 4 piques? On va y réfléchir. Ben moi, je crois qu'on peut aussi faire 4 piques avec cette main-là. C'est un peu moins excitant, mais pourquoi pas? Et la main numéro 3, là, ben c'est un peu compliqué parce que là, je peux penser faire chuter 4 cœurs. Donc, avec la main numéro 1, je dis 4 piques. La main numéro 2, je dis 4 piques. Avec la main numéro 3, je peux effectivement dire 4 piques, mais ça va être souvent pas très bon à faire 4 piques contrées, par exemple, moins 2, voire moins 3, d'accord? Alors que les adversaires ne gagnaient pas 4 cœurs. Ça va dépendre, par exemple, où est l'as de carreau, où est la dame de trèfle. On peut faire tout à fait un pli à pique, hein, si mon partenaire a, par exemple, as de pique ou as roi de pique. Hein. On ne fera pas de levée à cœur, mais on peut très bien faire 2 levées à carreau et puis peut-être 2 levées à trèfle. Ça peut faire 4 cœurs moins 2. Donc, avec cette main-là, j'ai sans doute pas intérêt à défendre à 4 piques. D'accord? Je continue. L'exemple qui est à gauche. Alors là, cette fois-ci, mon partenaire a parlé des carreaux. Un cœur, 3 carreaux. Donc, ça veut dire qu'il a 7 carreaux. Alors, l'exemple qui est à gauche, ils sont à 4 cœurs, qui va sans doute gagner. On n'a pas grand-chose contre 4 cœurs. On fera sans doute 2 levées. On fera l'as de pique et puis l'as de carreau si mon partenaire là, mais ça va être à peu près tout. Hein. Mon partenaire, qu'est-ce qu'il a? Il a as roi de carreau 7e et rien à carreau. 7 et 4, 11. Il est même tout à fait possible que l'adversaire gagne 6 cœurs. Hein. C'est tout à fait possible. Si les carreaux sont répartis 2-0, hein, 2-0, c'est à peu près équivalent. Ça apparaît aussi souvent que les carreaux de 1-1, à peu près. Hein. On rappelle les répartitions. Donc 2-0 et 1-1, c'est à peu près équivalent. Ça doit être 48% pour les 2-0 et 52% de mémoire pour les 1-1. D'accord? Donc, je ferai très souvent, je ne fais pas de levée à carreau, je fais une levée à pique et c'est tout. Hein. En Est, je peux très bien décider de dire 6 carreaux pour les mettre tout de suite au pied du mur. Hein, c'est un gros barrage. Avec la main 5, ben là, attention, on n'a que 2 carreaux. Donc, dire 5 carreaux, il manque des cartes d'ailleurs. La main 5, il faudra que je rajoute des cartes, on rajoute, je ne sais pas moi, un petit pic, un petit cœur ou des choses comme ça, qu'importe. Hein. Donc, il me manque des cartes. Mais de toute façon, avec seulement 2 carreaux, je n'ai pas intérêt à défendre. Donc, je vais passer avec cette main 5. Et la main 6, ben, je vais aussi défendre. Hein. Pourquoi je vais défendre? Parce qu'on perd pas de carreau ou un carreau. On fera quand même pas mal de levées à trèfle. Moi, je coupe les piques assez rapidement et mon partenaire va couper les cœurs assez rapidement. Donc, à 5 carreaux, on va faire moins 1, peut-être moins 2, mais pas plus. Alors qu'il y a de très, très grandes chances que l'adversaire fasse son contrat de 4 cœurs facilement, puisqu'ils ont plein de levées à cœur à faire
et même plein de levées à pic. Pourquoi plein de levées à pic? Parce que mon partenaire, pour avoir fait un barrage, n'a en principe n'a pas 4 cartes à pic, donc c'est-à-dire que les adversaires ont en principe 9 cartes à pic à eux deux, donc ils vont faire plein de levées à pic, en plus de Et toutes les levées à cœur. Je continue. Alain, Maintenant, Alain, allô? oui, Alain, tu as dit de mettre 6 carreaux. Oui, à la 1, non, je peux mettre 5 carreaux, c'est raisonnable, mais ça aurait du sens de dire 6 carreaux. Ok, D'accord? ok. Ça va dépendre un petit peu de nos adversaires. Si j'ai des adversaires qui sont bons joueurs, que je sais qu'ils ne se laissent pas faire, ce sera peut-être bien de dire 6 carreaux pour les mettre tout de suite au pied du mur. Parce que sur 5 carreaux, ils vont dire 5 heures sans doute. Qu'est-ce que je fais? Je laisse jouer 5 heures qui va sans doute gagner? Ou est-ce que je sacrifie à 6 carreaux? Je peux dire 6 carreaux, mais à ce moment-là, c'est pareil, j'ai perdu l'intérêt de mon enchère. D'accord? Si je dis 6 carreaux, d'accord, ils sont au pied du mur et ils ne savent pas trop quoi faire. Donc, 5 carreaux, c'est l'enchère tout à fait, on va dire, conservatrice et raisonnable. Et puis 6 carreaux, c'est une enchère ouais, qui a plus de sens, qui a plus de sens, notamment contre des bons joueurs. Alors maintenant, donc le camp attaquant. Alors, il faut savoir, dans les compétitifs, si notre camp est le camp attaquant ou pas. Il n'y a en principe pas deux camps attaquants. Alors, je prends l'exemple de gauche. Sud, quand il est au bas de un cœur, il a l'ouverture, donc au moins 12 points. Et Nord, donc j'ai mis une petite étoile. Nord joue le 3 sans atout fité. Il a au moins, enfin, il a entre 12 et 14 points. Donc nous, on a entre 24 et 20, on a au moins 24 points et on peut avoir bien plus en Nord-Sud. Donc 24 points, ça veut dire que l'adversaire n'ont que 16 points. Nous sommes attaquants. Si vous jouez 300 atouts naturels, c'est pareil. Hein. 300 atouts naturels, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il a à peu près 13-14 points, mon partenaire. Hein, il a deux cartes à cœur. Ça peut être, donc on a encore là aussi 26-27 points au minimum entre nord et sud. La main gauche, un cœur, un pic, deux pics. Deux pics, c'est quoi? C'est un cubide. Cubide fité, forcing de manche, c'est ça? Cubide fité, forcing de manche. Eh bien, avec ça, je sais que notre camp nord-sud est majoritaire. Donc, est-ouest sont en sacrifice. Dans les deux cas, quand est dit 4 piques, le camp est-ouest est en train de se sacrifier. Il pense qu'on va gagner un contrat à cœur et il préfère nous enquiquiner en disant 4 piques. On doit choisir, quand on est nord-sud dans ces deux séquences, on doit choisir entre surenchérir et contrer. Laisser jouer 4 piques non contrées n'est pas une option ici. Quand notre camp, là c'est en principe, hein, quand notre camp est attaquant, ce qui est bien le cas à gauche comme à droite, hein, on est très largement majoritaire en points, quand notre camp est attaquant, on doit choisir entre surenchérir et contrer. Laisser jouer dans cette séquence 4 piques non contrées n'est pas une option, ça n'existe pas. Very important. D'accord? Ça n'existe pas. Je n'ai pas le droit dans ces deux séquences, de finir par 4 piques, passe, passe, passe. Ça n'existe pas. Ils se sont sacrifiés en disant je vais contrer, je vais chuter de 1, 2 ou 3 et ça sera intéressant. Si en plus on ne les contre pas, là, ça sera la catastrophe pour nous. Donc il faut savoir si on est attaquant ou pas. Il faut que notre camp sache, les deux partenaires sachent qu'on est attaquant ou pas. Comment est-ce que je vais savoir si je dois surenchérir ou contrer? Eh bien, je vais tenir compte de la vulnérabilité, des vulnérabilités respectives, des distributions et de l'emplacement des honneurs, d'accord, par rapport aux mains adverses. Je prends donc par exemple la main 1, en sud, j'ai 4 et 4, 8, c'est 4, 12, 13, 14, une main relativement régulière, j'ai 3 as. Est-ce que je suis favori pour gagner 5 heures? Mon partenaire, il a une main régulière quand il dit 300 à tout. Ben moi, je ne pense pas trop. Hein. Je pense qu'on n'a pas beaucoup d'espoir de gagner 5 heures. A priori, ça dépend un petit peu de la situation des cartes, mais a priori, pas trop. La main suivante, c'est pareil. Est-ce que je peux gagner 5 heures? Ben, je ne vois pas pourquoi. Et par contre, la main de droite, elle est très intéressante pour mettre en attaque, puisque cette fois-ci, on est fité dixième à cœur, pour peu que mon partenaire ait un petit complément à trèfle, hein, puisqu'il a de toute façon 12-14 points, on devait être largement capable de gagner un contrat au palier de 5, voire au palier de 6. Donc, avec la première,
je contre. Avec la deuxième, j'ai beau être super minimum, je contre aussi parce que je n'ai pas envie que mon partenaire dise 5 heures. Et la main numéro 3, je vais penser à aller plus loin. Alors, plutôt de dire 5 heures, alors je peux dire 5 heures, je pourrais dire aussi 5 trèfles. Ce sont deux enchères tout à fait possibles. 5 trèfles, c'est une enchère d'espoir de Schlem, on va dire. D'accord? Donc, la main la plus importante, c'est la main du milieu. Hein. Il faut que je dise contre, parce que si je ne dis pas contre, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je ne sais pas s'il vaut mieux dire 5 heures ou s'il vaut mieux contrer. Ben moi, quand je vois cette main, la main du milieu, et même celle de gauche, hein, je pense que, en principe, il vaut bien mieux contrer que dire 5 heures à vulnérabilité égale en tous les cas. Donc, la main de droite, on peut dire 5 heures ou 5 trèfles, les deux enchères sont possibles, mais on ne va pas passer. On n'a pas envie de jouer 5 heures contrées, 5 piques contrées, pardon. On continue, 4 et 4, 8 et 4, 12. D'accord, donc c'est à peu près la même chose. Cette fois-ci, mon partenaire est toujours fit et cœur. Il a un fit quatrième, c'est ça? À cœur, il a une grosse main, une belle main. D'accord? Eh bien, avec la main de gauche, je vais dire contre 4 piques. Je pense que 4 piques va chuter. Je ne suis pas du tout certain de gagner 5 heures. La main de droite, je vais dire 5 heures. Là aussi, je pourrais éventuellement penser à dire 5 trèfles. C'est un peu charrié parce qu'on n'a quand même pas une bombe, mais enfin une distribution très, très intéressante. On pourrait aussi dire 5 trèfles avec la main dessus. Bien sûr, 5 trèfles qui est 100% forcing, hein, puisqu'on sait qu'on va jouer à cœur. Et dernière chose intéressante à connaître, c'est la notion de pass forcing. Alors, le pass forcing, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais passer dans certaines séquences et mon partenaire n'aura pas le droit de passer aussi. Alors, ici, on a dit que nord-sud, on est clairement en attaque. D'accord? On a l'ouverture en sud, on a l'ouverture en nord, avec un gros fil. Donc, on est en attaque. Laisser jouer 4 piques non contrées n'est pas une option. On l'a dit tout à l'heure. C'est défendu de terminer cette séquence par 4 piques, passe, passe, passe. Quand je dis défendu, hein, la règle du bridge, bien sûr, le permet, mais si vous voulez continuer à jouer avec moi, ne jouons pas 4 piques, passe, passe, passe. Donc, quand je pense que ça va contrer, je vais contrer. Quand je pense que raisonnablement 5 heures est le bon contrat, je vais dire 5 heures en sud. Et quand je ne sais pas ce qu'il faut faire, je vais passer. C'est donc un pass forcing et c'est nord, je transfère la décision à nord. Le pass de sud laisse la décision à nord si je passe ici. Nord, il fera ce qu'il voudra, il contrera, ou il dira 5 heures, ou il dira autre chose s'il a envie de dire autre chose, mais il ne dira pas passe. Défendu. Le pass est forcing, nord ne doit pas passer. Alors, sud avec ce main-là, 6 et 6, 12. 13, 14, qu'est-ce que je fais sur 4 piques? Ben, je ne sais pas trop. Est-ce que je peux dire 5 heures? Oui, peut-être que 5 heures, ça gagne, mais ce n'est pas sûr. Hein? Ce n'est pas sûr que 5 heures gagne. D'accord? Est-ce qu'il faut contrer? Je ne sais pas, ça dépend un petit peu du jeu de mon partenaire. Si mon partenaire il a 3 petits piques, il vaut peut-être bien mieux jouer 6 cœurs. Je ne sais pas trop. Le partenaire peut très bien aussi, je ne sais pas moi, avoir As-Roi de pique troisième, hein, pourquoi pas? D'accord? Peut-être qu'à ce moment-là, le bon contrat, c'est 4 piques contrées. Moi, je ne sais pas. Donc, plutôt que de tirer ça à pile ou face, je passe et je laisse la décision finale à nord. D'accord? Alors, avec ses mains en sud, on va voir ce que l'on dit. Alors, la première, 6 et 6 ou 13, 14, là, typiquement, je pense que je vais passer. Je passe. Je ne sais pas s'il faut dire 5 heures ou s'il faut dire contre. Autre chose. Je passe. Mon partenaire choisira. Avec la main suivante, alors cette fois-ci, on est fité 10e à cœur. On a des beaux carreaux, d'accord? On est singleton pique de la couleur adverse. On peut dire 5 heures. On pourrait éventuellement, mais on n'a que 4 carreaux, on pourrait aussi penser à dire 5 carreaux. Mais 5 heures, je pense que c'est une bonne enchère. On n'est pas maximum, hein, mais on a quand même 10 cartes à cœur. On pense gagner 5 heures. Hein. Au moins 10 cartes à cœur. La main suivante, là, on va contrer. Avec cette main-là, je n'ai pas du tout envie de jouer 5 heures. Hein. Je pense que jouer 4 cœurs contrés, ça doit être 5 4 piques contrés, ça doit être un bon contrat. Et enfin, la main de droite, 4 et 4, 8 et 4, 12, 13, 14, 15, une très belle main. Il ne faut pas grand-chose en face pour gagner 6 cœurs, par exemple. Hein. Donc là, je vais dire 5 carreaux. J'aurais pu dire 5 carreaux, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je sais que
on est bien à 5 heures, mais peut-être qu'on peut aller un peu plus loin. Sache, cher partenaire, qu'on a des cœurs, mais que moi, en plus de ça, j'ai une main pas minimum avec des beaux carreaux. Et donc, je propose de bien regarder ton jeu et peut-être qu'on peut jouer le chelem. Alors, quand est-ce que le pass est forcing? Il faut bien se mettre d'accord avec ça, parce que si vous pensez que c'est forcing et le partenaire ne pense pas que c'est forcing, on va aller vers des ennuis. On va laisser jouer 4 piques alors qu'il ne fallait pas, ou au contraire, on va se sentir obligé de contrer 4 piques alors qu'il ne fallait pas. La première situation, donc en haut à gauche, un cœur, 3 sans atout, d'accord? On a tous les deux l'ouverture, on a 12 et 12 points, 24 points au moins à nous deux, donc on est clairement en situation de pass forcing. La main de droite, c'est pareil. J'ai l'ouverture, 2 piques ici, ça promet une belle main avec 4 cartes à cœur. On est aussi en situation forcing. La main de gauche, j'ai l'ouverture, j'ai au moins 12 points. Nord, il a au moins 11-12 points, donc on est à au moins 23 points à nous deux. On est aussi en situation de pass forcing, on est largement majoritaire en points. Et enfin, le quatrième cas, j'ai l'ouverture, j'ai au moins 12 points. Mon partenaire, il a montré au moins 11 points. Sur compte, c'est ça. On a au moins 23 points à nous deux. On est aussi en situation largement majoritaire. Notre passe est également forcing. Et puis, il y a d'autres cas aussi qu'il faut savoir. Ici, ouverture de 1 sans atout Stéman. Donc, je ne joue pas le petit Stéman, je joue le Stéman normal, donc au moins 8 points. Au moins 15 plus au moins 8, ça fait au moins 23. Mon passe est forcing. 200 atouts, 3 piques, 200 atouts, je promets au moins 20 points. Nord, c'est bien rare qu'il ait rien. Donc, on est là aussi majoritaire. Ce passe est forcing. Nord n'a pas le droit de passer. Deux trèfles, donc c'est une grosse main. Nord a dit librement deux piques, donc il a au moins 6-7 points. D'accord, on est largement majoritaire. Mon passe est forcing. Et enfin, deux carreaux forcing de manche, au moins 23 points, ou je ne sais pas combien, d'accord, à peu près. Donc, on est largement majoritaire. Mon passe est aussi forcing. Donc, dans tous ces cas-là, si Sud passe, Nord est obligé de produire quelque chose, soit un compte, soit une enchère. Alors, attention, dans cette notion de pass forcing, les deux partenaires doivent être au courant. Regardez cette belle main, 4 et 4, 8 et 4, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 points. Mon partenaire a promis au moins 11. On en a 29, d'accord? Enfin, le premier 10, 11 points. On a 28 points, quoi, nous deux au moins, d'accord? On est très largement majoritaire. Le problème, c'est que Nord ne le sait pas. Je pourrais très bien aussi avoir 4, 3, 7, 8, 9, 10, 12 points d'honneur, dont une dame de pique seconde à pique qui ne sert à rien. D'accord? Donc, avec cette main-là, hein, je n'ai pas du tout envie, avec la main de droite, hein, que mon partenaire reparle sur 4 piques. Hein. J'ai envie qu'il passe. J'ai envie qu'il passe sur 4 piques parce que je pense que 4 piques va gagner et je pense qu'à 5 heures, ça va être une boucherie. Donc, je n'ai pas envie, avec la main de droite, de passer. Donc, je passerai naturellement. Tout ça pour dire qu'il ne faut pas que Sud pense qu'avec la main de gauche, il serait dans une situation de passe forcée. S'il a envie de dire 5 heures, il dit 5 heures. S'il a envie de contrer, il contre. Mais il ne faut surtout pas qu'il passe avec cette main-là. Qu'est-ce que je ferais, moi, avec cette main-là? Bon, je pense que je contrerais. Ouais, vulnérabilité équivalente, je pense que je contrerais. Ouais, sans doute que je contrerais. Donc là, on savait qu'on était majoritaire à nous deux, mais sauf que le partenaire ne le savait pas. Pas situation, passe forcing. Regardez ces deux mains-là. Hein. Donc, on ouvre d'un cœur la main de sud, c'est normal. Nord dit 2 sans atout, ça me semble normal aussi. D'accord. Est annonce 4 piques, eh ben, on va laisser jouer 4 piques. Donc, ça fera 4 piques, passe, passe, passe. On n'est pas en situation de passe forcing. Et enfin, dernière situation un peu compliquée. Regardez cette main-là. 4 et 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Alors, vous avez ouvert de un cœur, votre partenaire a dit un pic, votre partenaire a dit deux pics, donc Cupid sur un pic adversaire, et S dit 4 pics. On est d'accord qu'on a l'ouverture, notre partenaire a promis donc une douzaine de points au moins, à peu près. Donc, on est majoritaire. Donc, la situation ici, hein, on est en position de force. Si je passe, c'est un pass forcing. Alors, avec cette main-là ensuite, qu'est-ce que vous dites sur 4 piques? 4 et 4, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16.
Vous n'avez pas envie de contrer. Vous avez envie de jouer 5 heures. Mais peut-être bien que le bon contrat, c'est 6 cœurs. Peut-être bien que le contrat, c'est 6 cœurs. Comment faire pour le… Si je dis 5 heures, mon partenaire va passer. Il va penser que j'ai un as de moins, par exemple. Hein. Si j'avais un as de moins, je dirais sans doute 5 heures. Distribution très intéressante. 4 et 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, je dirais 5 heures avec un as de moins, sans doute. Donc, si je dis 5 heures, mon partenaire va passer, on va jouer 5 heures. Et souvent, on fera 5 heures plus 1, on ne peut pas savoir. Peut-être que mon 400 partenaire… atouts? Alors, 400 atouts, ça serait un Blackwood, pourquoi pas. Mais supposons qu'ils me disent qu'il a un as. Qu'est-ce que je dis? Il me dit j'ai un as. Je m'arrête à 5 ou même 2. Même, il a 2 clés. Imaginons, hein, il a le, je sais pas, le roi de trèfle Le roi de et cœur. le roi de cœur. L'as de trèfle, pardon, et le roi de cœur. Est-ce que ça suffit pour demander le chelem? Ben, je ne sais pas ce qui se passe à carreau. Il a peut-être 3 petits carreaux et on va peut-être chuter. C'est un peu embêtant. Donc, avec cette main-là, c'est un peu technique, hein, je vais passer. Hein, regardez la main nord. Il a cette belle main, d'accord. Donc là, on peut jouer 6 cœurs. Hein. Donc, je vais commencer par passer. Je passe. Ouest, on va dire passe. Nord va contrer avec cette main-là. Il n'a pas de quoi tout seul s'aventurer. Un 4 et 4, 8, 9, 10, 11, 12. Il a une main relativement minimum, on va dire. Hein. Il n'a pas de quoi tout seul s'aventurer au palier de 6, hein, ou ni même au palier de 5. Il n'y a pas de raison de dire 5. Il va contrer. Est passe. Et maintenant, je vais dire 5 carreaux. Qu'est-ce qu'il va comprendre, mon partenaire? Il va comprendre que j'ai des carreaux et que j'envisage un chelem. Si je n'avais pas envisagé de chelem, ben sur 4 piques, j'aurais dit 5 cœurs directement, ou j'aurais peut-être dit 5 carreaux, pas forcément très fort. Donc ici, maintenant, je dis 5 carreaux, ça veut dire, partenaire, j'ai fait une espèce de truc bizarre, d'accord, pour te montrer que j'avais des réserves. J'avais un gros 5 cœurs finalement. Sur 4 piques, j'aurais pu dire gros 5 heures, mais comme je n'ai pas dans ma boîte à enchères d'enchères où c'est marqué gros 5 heures, ben, je l'ai fait en 2 temps. J'ai commencé par passer, puis j'ai reparlé sur son contre d'appel. Alors, s'il avait dit 5 heures, ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être qu'il a un pic de moins. Ouais, j'aurais sans doute raisonnablement passé sur 5 heures, ou peut-être pris le risque de dire 6 heures un peu au hasard. Mais là, en l'occurrence, il contre, puis je dis 5 carreaux. Ça veut dire j'ai un très gros espoir de chelem. Si tu n'es pas minimum, si tu as des mains qui se disent bien, une main qui se dit bien avec la mienne, on devrait pouvoir jouer 6 cœurs. Et là, effectivement, on a 6 cœurs à pousser les cartes. Voilà, bon, bah écoutez, on a bien travaillé, donc on va bientôt pouvoir se retrouver autour de table de bridge. On va pouvoir bientôt aller au restaurant et tout, passer des moments sympas tous ensemble. C'est tout pour aujourd'hui. Ben oui, c'est tout pour aujourd'hui. Tout pour aujourd'hui.